Bonjour Grégory. Bonjour Aurélie. Alors aujourd'hui nous sommes avec donc Grégory Michnik qui est là-haut dans les Hauts-de-France et qui est professeur de SVT en lycée. Donc il a des secondes et des terminales et d'après ce que j'ai pu comprendre avec les terminales, c'est pas facile, c'est panique à bord avec le bac qui approche. Donc il va nous expliquer depuis 2 semaines quelle méthodologie il a mis en place, avec quels outils, voilà, comment ça se passe. Avec plaisir Aurélie. Alors comme tu l'as dit, effectivement, j'ai des secondes et des terminales et j'ai l'habitude déjà de travailler avec eux en classe inversée et classe renversée, même avec certains élèves de terminale. Et donc au final, les habitudes sont relativement conservées par rapport à une situation normale. Sauf que finalement, on va faire de la classe inversée, non pas en classe, mais de la classe inversée à la maison. Donc c'est un peu une espèce de forme de classe inversée. Mais en tout cas, on retrouve les mêmes réflexes, c'est-à-dire que les élèves ont à leur disposition plein de ressources, des capsules vidéo, ils ont également à disposition des diaporamas, des documents que je pouvais donner directement au lycée. Et à partir de ça, ils bâtissent leurs cours, ils me les envoient, moi je donne mon avis dessus, et puis ensuite, à eux d'essayer d'atteindre d'autres objectifs secondaires. Je peux leur donner comme défi, par exemple, de réaliser une petite expérience dans leur cuisine avec les moyens du bord, faire une filtration de chlorophylle, par exemple, dans du papier filtre, ou bien faire une digestion enzymatique avec du pain ou de la colle à papier peint, et puis le colorer, la bétadine, enfin bref essayer de trouver des moyens de les faire travailler à la maison et avec ce qu'ils ont sous la main et ce qu'on peut trouver dans les placards de cuisine. Donc en somme, mes élèves, si tu veux, euh, ils disposent d'une très large autonomie par rapport au travail qui peut leur être confié. Je fais vraiment attention à ce qu'ils aient un temps très large pour pouvoir s'auto-organiser, pour vraiment gagner en autonomie, apprendre également à se faire un planning, à faire une planification de leur travail. Et à partir de là, ben, ils sont libres finalement de travailler comme ils le souhaitent. Tout ce que je fais ensuite par rapport à eux, c'est que régulièrement dans la semaine, je fixe des rendez-vous en classe virtuelle avec l'outil mis à disposition sur le site du CNED. Et puis, je leur dis, bah voilà, je suis présent sur la classe virtuelle. Si vous avez besoin d'aide, vous venez. Et si vous n'en avez pas besoin, bah, par contre, vous pouvez travailler sur autre chose, il n'y a aucun souci. Et donc, régulièrement, j'ai des élèves comme ça qui, effectivement, sont en galère et puis ben, viennent demander des conseils pour réaliser une activité, pour mettre au point un TP, pour avancer dans leur cours, qui demandent des précisions. Donc c'est vraiment à la demande. Donc c'est pas une classe virtuelle comme on pourrait faire au lycée, c'est-à-dire je fais pas cours comme je pourrais faire au lycée, mais c'est vraiment une autre manière de se saisir de l'outil de classe virtuelle pour en quelque sorte faire une permanence qui permettrait aux élèves de pouvoir demander vraiment de l'aide quand ils ont besoin. Voilà. Donc ils sont Et plusieurs en même temps, du coup ils s'écoutent entre eux. oui, ils sont plusieurs en même temps. Alors, en général, quand ils sont beaucoup, j'ai réparti en équipe, hein, en groupe. Et puis ensuite, je passe de groupe en groupe pour voir un peu justement quelles sont leurs difficultés. Et ils adorent ensuite se retrouver parce que bah, c'est le seul moment quasiment où ils peuvent se voir, se parler, se donner des nouvelles. Et au final, on retrouve virtuellement finalement des relations et puis des réflexes qu'on avait en réel. Sauf que ben, c'est peut-être un peu plus compliqué justement pour intervenir par rapport à des élèves euh, qui, euh, qui seraient en difficulté mais qui n'osent pas forcément demander de l'aide. Autant on peut le voir en classe, hein, lorsqu'on explique quelque chose, par exemple, des élèves qui ne comprennent pas, tout de suite c'est visible. Mais en classe virtuelle, c'est pas possible, hein. Ou alors faudrait vraiment activer toujours les caméras et regarder tous les visages, mais techniquement, ça passe pas. Donc, du coup, il faut essayer de trouver des stratégies hein, justement qui permettraient d'encourager les élèves qui seraient un peu perdus, eh bien de pouvoir justement demander de l'aide d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça donc je privilégie plusieurs plateformes. Donc, il y a bien entendu la plateforme de classe virtuelle, mais après, il y a également le NT, hein, dont j'utilise l'outil institutionnel quand il fonctionne. Et puis ensuite, je passe par une classroom hein, de Google qui vraiment a fait ses preuves là pour le coup avec tous les élèves qui vraiment sont ravis de cet outil-là.
Et donc, globalement, moi, j'arrive à maintenir le lien avec quasiment tout le monde. Et quand c'est pas le cas, là, j'appelle les parents au téléphone directement pour voir si c'est ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas, etc. Donc, quand tu envoies les documents, tu les envoies sur le NT, sur la plateforme NT. Est-ce que tu fais doublon aussi avec Classroom ou c'est Oui, deux choses différentes? Oui, tu fais doublon. je fais doublon, hein. Je mets la même chose sur le NT que sur Classroom. Donc, je fixe également les rendez-vous de permanence sur classe virtuelle sur l'agenda de l'ENT et également sur Classroom. Comme ça, les élèves savent à quel moment je suis disponible. Donc, je les préviens entendu plusieurs jours à l'avance. Puis, je prends toujours les mêmes créneaux de connexion. Comme ça, pour eux, ça devient des points de repère. Et puis, ils savent que si là, ils ont besoin d'aide pour comprendre telle ou telle chose, ils savent qu'ils pourront me demander directement à tel ou tel moment dans la semaine. Voilà. Et donc, là, j'ai lancé également des travaux avec mes spécialités. Donc là, en somme, pour le troisième trimestre, par exemple, j'aurais donné tout ce qu'il faut pour réaliser les 3 derniers chapitres de l'année. Donc, à eux de s'organiser comme ils le souhaitent. Ils ont en plus les programmes officiels de SVT, donc ils savent ensuite ce qu'il leur reste à faire. Et au travers de ces trois cours à réaliser, je leur demande en plus, comme défi, de me réaliser une capsule vidéo qui pourra être ensuite partagée avec tout le monde. Donc, pour eux aussi, c'est un peu une nouveauté de réaliser un peu une capsule vidéo, un peu comme j'ai pu le faire avec cette Tu leur classe-là. demandes de le réaliser avec quel outil? La capsule vidéo? Un outil vraiment, pour moi, le plus simple, c'est Screencast-O-Matic, hein. C'est vraiment l'outil de base pour faire de la classe, enfin de la vidéo en partage d'écran, du screencasting, hein. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. On filme son écran, on peut commenter en même temps. Voilà, c'est vraiment le logiciel de base qui vraiment est performant. Et voilà, pas d'autres Ils outils peuvent à te part le ça. déposer sur le NT? Il n'y a pas de Sur le, problème au niveau du fichier? Est-ce que c'est pas trop important? ce sera déposé pour l'instant, ils l'ont pas encore fait, hein, mais ce sera déposé sur Classroom, hein. Donc là, il y a la place dans le Drive, donc il n'y a aucun problème, ça passera, il y a pas de problème avec ça. Ok. Après, tu as prévu de faire des évaluations ou pas? Pas d'évaluation sommative. J'aurais dit d'avance, et j'ai fait passer le mot également à mes collègues de la classe dont je suis le prof principal. J'aurais dit, on évite de faire des évaluations notées, hein, pas d'évaluation sommative, parce que tout simplement, c'est un manque d'équité, hein. Tout le monde, tous les élèves n'ont pas les mêmes conditions à la maison. Ça, on sait bien, hein. On s'en rend compte encore de plus en plus avec cette situation. Ils n'ont pas les mêmes conditions. Il y en a qui n'ont comme seul outil en fait un smartphone. Ils n'ont rien d'autre à la maison. Ils peuvent pas imprimer. Ils n'ont pas un grand écran pour. Voilà, c'est pas confortable du tout de travailler sur un smartphone. Donc il faut prendre ça en compte également. Donc ce que je conseille en tout cas, c'est d'éviter effectivement de faire de l'évaluation sommative qui mettrait une pression qui n'est pas utile en ce moment en plus. Mais ça n'empêche pas quand même de faire de l'évaluation formative. Moi, j'évalue sous forme de badge, notamment en seconde. Et là, ça se prête bien, en fait. Ça se prête bien, en fait, à la situation actuelle. Les élèves voient quand même leur progression. C'est pas une note. Et en plus, c'est toujours que en positif. Donc, il n'y a pas de notes sanctions qui peuvent être données aux élèves. Comme ils avancent également à leur rythme, eh bien, pareillement, dans leur évaluation formative, c'est également à leur rythme, hein. C'est-à-dire que j'impose pas un moment en disant, voilà, aujourd'hui, pendant cette heure-ci, tac, j'évalue telle compétence et après cette heure-là, ce sera trop tard. Non, là, au contraire, ils ont vraiment beaucoup de temps pour pouvoir proposer une production qui pourrait être ensuite évaluée formativement sous forme de batch. Tu me disais tout à l'heure, hors interview, on préparait, que les élèves donc avaient besoin d'un cadre, hein. Enfin, tu les invitais à avoir un cadre, un planning, mais que toi aussi, en tant qu'enseignant, il fallait te mettre des limites et un cadre si tu ne voulais pas faire des journées à rallonge, puisque cette méthode de travail demande quand même beaucoup plus de temps. C'est en tout cas ce qu'on constate avec tous les enseignants que nous avons déjà interviewés. Et en plus du travail de classe, je vais dire, tu es référent numérique dans ton établissement, donc tu dois aussi aider des collègues qui peuvent être en difficulté avec le numérique, puisque tu es aussi formateur numérique. Donc peut-être tu peux nous dire un mot là-dessus?
Oui, bah alors là, par expérience, la première semaine a été vraiment infernale, hein. La première semaine de confinement, ça a été infernal. Les demandes venaient de partout, des élèves, des parents, des collègues du lycée, des collègues en dehors du lycée de SVT, de l'académie et en dehors aussi. Des demandes qui venaient également de l'inspection et de la DAN. Donc c'était vraiment une semaine hyper compliquée, très chronophage, hein. J'étais quasiment tout le temps devant l'ordinateur, sur le téléphone. J'avais les yeux explosés devant l'écran. C'était vraiment une horreur. Bon, maintenant, avec la deuxième semaine, la troisième semaine qui commence, il y a des rituels, une routine qui se met en place. Donc ça commence à aller mieux, mais n'empêche que je considère que je suis toujours trop connecté. Là, je suis encore en hyper connexion. Et là, pour le coup, on mesure effectivement tout à fait le droit à la connexion, hein, dans ces cas-là, hein. Se dire, voilà, à partir de telle heure, j'arrête de répondre aux questions qui peuvent être posées par tel ou tel canal. Je me pose et puis ben, je passe du temps avec la famille. Et puis voilà, ça peut être aussi se consacrer une journée dans la semaine ou le dimanche en disant, voilà, aujourd'hui, c'est déconnexion totale. Donc c'est vrai que là, ça. Autant je prêtais pas trop d'attention au droit à la connexion avant le confinement. Maintenant, je commence quand même à me rendre compte que c'est quand même un droit qui est important, hein, et pour tout le monde, hein, pas que pour les profs, hein, mais pour les élèves, pour les parents, pour même n'importe quelle personne de n'importe quel autre métier. Le droit à la connexion, c'est quand même important. Alors après, on a les vacances scolaires qui vont arriver. On en parlait aussi tout à l'heure, où toi, tu disais c'est dommage parce qu'en fait, il y a les vacances scolaires qui arrivent, mais ça ne sera pas des vacances comme toutes les autres. On a mis en place des rituels, on a mis en place un rythme autour de ces pratiques à distance avec les élèves. Je ne me vois pas me couper de mes élèves pour 2 semaines. Exact. On a déjà eu du mal en fait à établir un lien à distance, numérique avec les élèves et puis aussi les parents. Et là, je me dis, on va arriver avec 2 semaines de vacances et on va perdre ce lien-là. Si on décide, enfin, personnellement, si je décide de ne plus faire de classe virtuelle du tout et de ne pas répondre aux sollicitations des élèves, j'ai peur de perdre le lien, notamment avec des élèves qui sont un petit peu en décrochage. Voilà, c'est ça surtout qui me fait peur, c'est de perdre des élèves que j'ai eu du mal, en tout cas, à mener dans un espace d'échange virtuel. Donc, du coup, je ne pense pas, en tout cas, passer 2 semaines de vacances totalement déconnecté de mes élèves, hein. Je pense, en tout cas, peut-être quand même réduire le nombre de classes virtuelles dans la semaine, mais quand même en faire un minimum, et ensuite garder un lien au travers de l'ENT et puis aussi de Classroom, juste pour répondre aux sollicitations, mais pas pour donner forcément du travail. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai donné le travail pour quand même pas mal de temps. C'est-à-dire que par exemple, pour mes terminales spécialités, le travail il est donné pour toute la fin de l'année. Donc, du coup, j'ai rien à rajouter en spécialité par rapport à mes élèves pour les vacances ou le reste, parce ils savent déjà ce qu'il faut faire pour le reste de l'année. Ils doivent s'organiser pour pouvoir ensuite réaliser l'ensemble. Ensuite, pour mes autres terminales que j'ai en tronc commun en SVT, là, je suis sur des périodes d'autonomie de 3 semaines. Bon, là, j'approche en fait de la fin de la première période d'autonomie et je commence une nouvelle période d'autonomie à partir de la semaine prochaine. Et donc, du coup, je vais inclure les vacances dedans, dans cette période d'autonomie. Après, à eux de s'organiser comme ils veulent, pour pouvoir ensuite, ben, finalement, maintenir leurs connaissances bien fraîches dans leur mémoire. Donc, du coup, voilà, bah, ce seront des vacances. J'essaierai en fait simplement d'alléger le temps de connexion, mais quand même garder un lien, parce que j'ai peur de perdre le lien, surtout avec des élèves pour lesquels c'est pas forcément évident. De pouvoir les retrouver facilement après sur une classe virtuelle ou autre. Très bien. Ben, écoute, merci Grégory. Et ben, on te souhaite bon courage pour la suite. Bon Et on courage se aussi. verra. Voilà. Et puis on se verra, j'espère, à Ludovia cet D'accord, bah, été. à Ludovia aussi, j'espère aussi. Et puis, bah, prends bien soin de toi, ta famille, et puis également à tous les spectateurs. C'est la santé, bien entendu, qui prime, hein, et pour les élèves, c'est la même chose, hein. Je pense vraiment que, on est dans une situation tellement stressante pour tout le monde, anxiogène, qu'on n'est pas là pour en rajouter et qu'au contraire, on essaye de faire en sorte que pour les élèves,
au moins la partie scolaire se fasse bien, se fasse de manière sereine, et que bah, même si, bah, enfin, en fait, c'est même en fait une manière de changer les idées, quoi, dans une période un peu difficile comme ça. Finalement, c'est au travers de ça que les élèves vont pouvoir s'occuper et découvrir d'autres choses. Mm. Donc, Eh prenez bien ben, soin de vous, surtout. merci pour ton investissement. À bientôt, Grégory. À bientôt, bonne journée.